Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Oui, bonjour madame, Charles Nouveau à l'appareil. J'avais rendez-vous cet après-midi avec madame la maire pour le podcast, exactement. Seulement là, en fait, géographiquement, j'ai un petit problème. Je suis finalement pas à Paris. Et je me demandais si elle, de son côté, elle avait la possibilité... Non, mais il y a des trains, madame. Oui, mais moi aussi, je suis très occupé. Tout le monde... Non, pas tant que ça, en vrai. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. On est avec Thomas Wiesel. Bonjour Thomas. Bonjour Charles. Merci d'être venu. Ça s'est fait un peu à l'arrache. Ouais. Bah, merci d'être venu. Je sais pas, la fois où tu m'as proposé un truc pas à l'arrache, je m'en souviens pas, mais C'est ça vrai. peut être arrivé. Bah déjà, avant qu'on commence vraiment ce pourquoi t'es venu, est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Ouais, globalement ça va. Ouais. Pas tous les jours, mais la plupart des jours. Donc. Thomas Wiesel, merci beaucoup d'être venu à Irremplaçable. Tu ne sais pas qui tu es venu remplacer. Non. Mais je sais qu'on va gagner au change. Tu crois ? Non. Thomas Wiesel, merci beaucoup d'être venu remplacer... Toi qui suis beaucoup la politique, ça tombe bien, a priori, puisque... Parce que c'est un sportif. Merci d'être venu remplacer Simon Hamann dans ce... non, Simon Le Hamann, c'est un magicien mec qui fait de- du saut à ski en Suisse. Mais... Ce que tout le monde sait, évidemment. Ah bah bien sûr. Quadruple Ça aurait médaille très bien marché pour mon public français, ça. Simon Hamann, le magicien du Toggenburg. Personnalité politique issue d'une ville que tu apprécies particulièrement, Thomas Wiesel. Merci d'être venu remplacer Anne Hidalgo. Ah, j'étais sûr. T'étais sûr ? Bah, dès que t'as dit que c'était une ville que j'aimais bien, ça, Ouais, évidemment. ça a vite diminué le nombre de villes. Tu m'étonnes. Quoi, toi, à coup, tu t'es dit, est-ce que Charles a vraiment invité un politicien de QI ? Ouais, non, j'hésitais, Non. j'hésitais entre Paris et Namur. Je me suis dit que la politique namuroise, tu ne connaissais pas bien. Ouais, voilà. Donc Oui, moi- bah écoute, c'est un plaisir de remplacer Madame Hidalgo qui a beaucoup à faire là. Là, particulièrement, Bah, elle est en train de se profiler comme une des outsiders à la présidentielle 2022. c'est très rigolo. Candidate à l'Union des gauches. Ouais, c'est assez marrant la furtivité dont elle fait preuve sur ce sujet. On a enregistré ce podcast il y a un mois et pour l'instant elle est toujours pas officiellement candidate, même si elle se prononce toujours plus en faveur d'une union des gauches pour une alternative à Macron et Le Pen. Et elle a dit début mars qu'elle se positionnerait cet automne vis-à-vis de l'élection de 2022. Mais du coup, moi j'ai préparé une interview pour Anne Hidalgo. Ouais. Donc c'est ok pour toi, je te pose des questions. Je te pose les questions que j'avais posées à Anne Hidalgo, puis tu Ok, réponds un peu ouais. comme tu peux. Anne Hidalgo. Étonnez-vous pas si Anne Hidalgo projette de raser la ville de Paris entièrement. On peut pas faire pire, on peut Voilà. essayer. Pas sûr qu'elle soit réélue dans 6 ans avec ça au programme. Mais donc Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. T'as changé un peu dans le dans le ton déjà. J'ai des ambitions désormais. Alors déjà Anne Hidalgo, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Paris est mieux que toutes les autres villes au monde ? Non. Je peux pas, objectivement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, je peux pas. C'est comme la seule ville où j'ai l'impression, quand tu parles aux Parisiens, c'est rare de trouver un Parisien qui est pas en train de te dire qu'il a envie de quitter Paris. Mais à la fois c'est très drôle parce que Mais ils le C'est- font pas, donc il y a un truc Oui, qui oui. les retient, mais Mais il y a- ils mais il disent y a- tous, ouais, mais il y peut-être a que ce je vais truc, partir. tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est un peu à mon petit frère. Les Parisiens avec Paris, c'est comme moi avec mon petit frère. C'est-à-dire que je suis le premier à faire les pires blagues, les plus horribles, et à me foutre de sa gueule et tout. Et à partir du moment où quelqu'un d'autre fait la même chose, je suis genre, mais t'es un ouf ou quoi ? Ouais. Genre, mais d'où C'est vrai que les Parisiens n'aiment pas critiquer Paris, mais ils passent leur temps à critiquer Paris. Ils n'aiment pas qu'on critique Paris, pardon, mais ils passent leur temps à le faire eux. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est très drôle. Si tu dis un truc sur Paris devant un Parisien convaincu, il peut très mal le prendre. Ah oui, bien et il sûr. devient très sur la défensive, quoi. Non, je l'ai souvent vécu sur scène. Ouais, ah ouais, bah tu m'étonnes. Non, pour moi, je comprends pas pourquoi Paris est considéré comme une des plus belles villes du monde. J'ai l'impression que Paris est nettement Mec, plus belle en fiction qu'en réalité. Ville lumière que tout le monde nous envie. Ouais, mais Ville Lumière, ça date de quand cette définition ? Alors moi là, je viens de citer un morceau de Trio. Ville lumière que tout le monde nous envie. Trio référence culturelle quand même. Ouais, bah écoute, je parle à la maire de Paris quand même. Si tu devais être hypocrite et en 2-3 phrases, tu devais vendre Paris à quelqu'un, tu lui dirais quoi ? Mais il y a la possibilité des grandes villes, tout est possible à Paris. À Paris, t'as le cinéma, t'as les médias, t'as la culture. C'est, je pense, un des pôles culturels européens. Rien qu'un bassin de population de je sais pas combien de millions, ça veut dire que t'as... Une quinzaine, je crois quasi.
Ouais, si tu en prends Île-de-France. Ouais. Ouais, l'Île-de-France. C'est genre, quoi que tu fasses, tu vas avoir des gens pour le faire. Tu vois, genre, tu fais un truc de bruit de bouche, un festival de bruit de bouche, bah, tu vas avoir 250 personnes qui vont venir écouter des bruits de Ça bouche. s'appelle quoi, du beatboxing, Thomas. À part des cas particuliers et bizarres comme moi, les gens qui ont des ambitions dans plusieurs domaines de pointe en francophonie finissent à Paris. Donc c'est quand même une concentration de cerveau et de... Et pas que de cerveau, hein. Là, je fais une parenthèse qu'on mettra probablement pas dans le podcast, mais les meufs sont Oui, beaucoup plus oui, fraîches à Paris. Bah oui, la mode et tout ça, bah, les mecs aussi, hein, la concurrence. Oui, tout le monde. Non, mais c'est un peu genre Tout le les monde. gens les plus beaux de tous les lycées de France qui sont tous allés à Paris. Ouais. Non, on ressent ça. Je pense vraiment que c'est une ville où il y a énormément de possibilités. C'est le truc le plus positif que je pourrais dire. Mais moi, je préfère trouver mes possibilités ailleurs et prendre la qualité de vie qui va avec plutôt que me battre pour mon centimètre carré de lumière à Paris. Ville lumière. C'est ouf parce que sur le moment, je me rendais pas compte du fait que c'était une connerie, mais tu le sais, j'ai fait le premier confinement à Paris. Ça m'échappait. À chaque fois que je fais téléphone, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous à Paris? Mais ici, t'as 200 mètres du lac. Anne Hidalgo, est-ce que vous trouvez que Paris sublime les gens? Bon, la maire de Paris dirait oui. Je pense. Je sais même pas s'il vient de Paris, Anne Hidalgo. Si. Alors oui, Anne Hidalgo est née en 1959 à San Fernando dans la banlieue de Cadix en Andalousie. Ses parents émigrent en France quand elle a 2 ans et s'installe à Lyon où elle grandit et où elle a fait ses études avant d'être l'une des seules femmes à être reçue au concours national de l'inspection du travail. D'ailleurs, c'est à travers un poste d'inspectrice du travail dans le Val-de-Marne qu'elle s'installe à Paris en 1984. Forte d'une rapide ascension professionnelle, elle intègre progressivement la vie politique dans les années 90, notamment comme conseillère au ministère du Travail, puis adjointe au maire de Paris et conseillère générale d'Île-de-France avant de devenir la première femme maire de Paris en 2014 et d'être réélue en 2020. Mais écoute, moi je trouve qu'il y a un truc, un défaut très parisien, j'ai l'impression, c'est que comme il y a ce truc de convergence de beaucoup de gens à Paris, une fois que tu es à Paris dans l'œil du cyclone, il y a une tendance à ignorer ce qui se passe pas à Paris. Et je pense que c'est le cas en politique, on en parle souvent, et tous les politiciens font leur campagne sur le fait que moi je suis éloigné des plafonds dorés de Paris, alors que les mecs ils représentent le Puy-de-Dôme et ils y vont 2 jours par an, enfin c'est quand même un gros scandale. Moi, je suis éloigné des hauts plafonds de Paris, mais il se trouve que j'ai un duplex à haut plafond dans le 6e arrondissement. Bien sûr, et que de temps en temps je vais serrer des mains dans ma permanence de région dans laquelle j'emploie ma cousine. Non, mais ça, il y a un scandale politique sur le fait que toutes les décisions se prennent à Paris, et nous, on a le contraste de la Suisse où c'est beaucoup plus régionalisé, délégué dans les cantons, dans les communes, qui est un système qui, j'ai l'impression, permet de donner un peu plus de visibilité aux gens qui sont pas dans la capitale. Et dans les arts et la culture, c'est très très flagrant. Tu le sais très bien, si t'es pas à Paris, pour les gens qui sont à Paris, tu n'existes pas. C'est même pas genre tu fais autre chose, c'est que tu n'existes pas. Moi, j'ai vécu des moments professionnels où je faisais énormément de choses en Suisse, dans les médias suisses, machin, même parfois au Québec, en Belgique. Tu vas à Paris, puis les gens font « Oh, tu fais quoi ces temps? T'es passé par où ?» Puis t'es là, mais putain, mais il se passe des trucs en dehors du périphérique quand même. Et ça, c'est un truc que je trouve très très énervant, parce que même s'il se passe plein de trucs à Paris, n'hésitez pas à garder un œil sur ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Parce que mine de rien, même si on disait que c'était, et je pense que c'est en comptant large, 15 millions de personnes, bah littéralement les 3/4 de la France, c'est pas là, quoi. Même plus, donc... Ouais, et puis après, si tu prends la francophonie, c'est encore plus flagrant. Encore plus, ouais. Mais je crois j'avais vu une statistique il y a pas longtemps comme quoi, même si, bon là, il y aurait beaucoup à redire sur la place de la culture en ce moment auprès des politiques, etc. Mais de manière générale, pré-Covid, je crois qu'il y a une grosse disproportion de ce qui est dépensé en termes culturels à Paris versus le reste de la France, quoi. Bah, ça me surprend pas, surtout qu'en région, en France, ils ont une vraie richesse culturelle où chaque petite ville a sa salle qui est magnifique comparée à ce qu'on a ici en Suisse. Les théâtres dans les petites villes en région en France sont magnifiques. Et leur programmation, c'est quand même très majoritairement, j'ai l'impression, d'aller à Paris voir ce qui se fait, puis d'acheter la pièce. Puis, nos potes humoristes, ils font un peu, ils peuvent faire 250 dates dans toutes les régions. Donc, et même Lyon et Marseille n'ont que peu de productions locales endogènes de scènes qui se fournissent des artistes locaux. Et ça, je trouve assez dommage. Et je trouve qu'en Suisse, malgré la petitesse de la Suisse, il y a quand même un peu chaque ville qui a sa scène, même si Lausanne et Genève bouffent un peu tout le reste quand même en termes de taille. Mais ouais, il y a un truc, Paris est trop gros, Paris bouffe un peu trop la lumière à mon sens,
Et là, le fait que dans les favoris à la présidentielle, on a Anne Hidalgo, on a peut-être Valérie Pécresse qui elle est présidente de l'Île-de-France. Jean-Luc Mélenchon, le mec qui se présente à Marseille, il est quand même ultra parisien depuis je sais pas combien d'années. Enfin, il y a un truc genre, c'est que des gens de Paris. Macron, il dit qu'il est d'Amiens. Je sais pas quand c'est la dernière fois qu'il a foutu les pieds à Amiens. Il y a un truc. Parce qu'au final, ils se retrouvent tous à bosser à Paris pendant longtemps. Ou alors même ils y arrivent à 18 ans pour leur prépa, pour l'ENA, pour je sais pas quoi. Et puis ils en repartent jamais. Mais, et puis du coup, il y a quand même, tu vois, de temps en temps, ils prennent un Castex pour dire on écoute les régions, mais bon, c'est un peu, c'est prétexte, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je trouve que la France est plus riche que Paris. Et moi qui connais très mal la France, y compris Paris, des fois quand je vais dans des endroits, je suis putain, mais Bordeaux, c'est hyper joli. Toulouse, c'est moi, très j'ai toujours sympa. pas été à Bordeaux. Il paraît que c'est ouf. Ouais, mais et là, puis il y a des trucs. quand genre, j'avais eu quelques enfin, dates de tournée aussi où j'étais vraiment étonné parce que je connais hyper mal la France. Et ce qui me gêne d'autant plus que je suis français aussi, et c'est comme toi, quoi. J'ai eu des dates où tout d'un coup j'étais à Nantes, à Lyon, des trucs comme ça. Je me suis dit, putain, mais elles sont trop cool ces villes, quoi. Ouais, et puis en Suisse, tu sais très bien qu'il y a un sentiment anti-français très très fort. C'est vrai contre lequel j'essaie de me battre, mais même auprès de mes proches, hein, c'est totalement décomplexé le fait de ne pas aimer les Français en Moi, je Suisse pense romande. qu'on s'est. Alors moi, je me suis fait plein de fois la réflexion, je pense que toi aussi, mais je pense qu'on se l'est déjà faite en se regardant. Je pense que ça nous est déjà arrivé à des spectacles. Tout d'un coup, en Suisse, suivant où t'es, tu fais une blague, sans même que ce soit vraiment une blague, mais en gros, tu fais une phrase où tu dis on est d'accord que les Français, c'est des connards. Applause. Dans la salle. Ouais. C'est un peu grave quand même. Bah, et surtout que, oui, moi je trouve ça extrêmement grave. Et en Suisse, on a le conflit avec les frontaliers, ça c'est un truc politique, voilà, qu'il y a dans à peu près tous les pays où il y a une frontière avec une grosse différence de pouvoir d'achat. Et puis il y a le truc avec les Parisiens qui sont quand même assez désagréables quand ils partent de Paris. Et du coup, je pense qu'en Suisse, quand on dit les Français, on veut dire les frontaliers qui nous piquent nos jobs et les Parisiens qui viennent en vacances ici qui font bah alors, vous prenez pas les euros. Et puis il faudrait peut-être apprendre à un peu moins se mépriser. Et dans l'autre sens, évidemment, hein, nous on est vraiment des. Mais dans l'autre sens, mais... c'est pas tellement. Enfin, de la France vers la Suisse, j'ai l'impression que c'est pas tellement du mépris, mais c'est plus de l'ignorance qui est nourrie par une forme de condescendance. Ouais, alors j'allais dire C'est-à-dire, condescendance. on connaît. Genre, on est tellement supérieur que de toute façon, qu'est-ce que je vais m'intéresser à ça, quoi. Et puis de temps en temps, ils s'y intéressent, et puis c'est quotidien pour se moquer de nous. Putain, un peu là, bon. Oui, on est plus petit, mais on peut s'apporter des choses et on se ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Et puis les Suisses, ils arrivent à détester la France en regardant TF1 beaucoup plus que la RTS, en consommant des chanteurs français beaucoup plus que des chanteurs suisses, en adulant des stars françaises, et puis ils détestent la France. Puis t'es là, mais de tous les Français que tu connais, t'en adores les trois quarts, c'est quoi le problème? Et vous avez eu l'outrecuidance de célébrer vos victoires à la Coupe du Monde, et ça quand même en Suisse, ça nous a beaucoup énervé, parce que nous, si on avait gagné, un petit coup de klaxon peut-être, mais tu vois, non mais ça m'énerve tellement. Mais mais Anne Hidalgo, qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Espagne, ou qu'est-ce que... La corrida. Ah ouais? Ouais. Mettre à mort des animaux juste pour le spectacle. Alors si jamais, en 2013, Anne Hidalgo s'est prononcée contre la corrida. Bah, ils l'ont un peu dans le sud de la France, le sud-ouest, et c'est pour ça que je m'entends bien avec Jean Castex, mais je trouve qu'on pourrait un peu plus massacrer les animaux juste pour le divertissement. Ça, c'est un truc qui manque un peu. Vous êtes très marqué non seulement à gauche, mais même plus très tendance écologiste en ce moment, Anne Hidalgo. Donc l'amour des animaux, tout ça, non? Oui, mais bon, après, on a le droit de s'amuser quand même. Les écolos, à la mairie de Paris, ils me cassent les couilles un peu. Hein. Bah, mine de rien, vous avez fait quand même un certain nombre de choses en faveur de l'environnement. Ce qui, effectivement, vous crée pas que des amis. Je caricature un peu, mais ça se compte presque sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai pris un Uber pendant longtemps à Paris, c'est-à-dire un trajet quand même un peu long, où je parle un peu avec le chauffeur et où il insulte il chie pas Anne Hidalgo. Il chie pas sur Anne Hidalgo. C'est vrai qu'Anne Hidalgo, je pense pas qu'elle a un fan club chez les chauffeurs de VTC. Il paraît que elle est plus détestée par les VTC que par les taxis. Parce que maintenant, les taxis peuvent utiliser les voies cyclables, je sais pas quoi, et tout. Donc, ils ont gagné une liberté supplémentaire qu'ils n'avaient pas avant, soi-disant. Mais ouais, c'est un peu dur de circuler en voiture à Paris, a priori. Bah écoute, ça, je suis pour, en tant que moi. En tant que personne qui ne conduit pas. Ouais, moi, j'ai pas de voiture. Je trouve que le trafic à Paris, c'est une horreur déjà depuis avant Anne Hidalgo. Et puis les berges piétonnes, c'est assez agréable comme personne qui conduit pas, qui de temps en temps loue une de ses trottinettes ou un de ses vélib, c'est pas... c'est un objectif à moyen terme qui est beaucoup moins de voitures dans Paris. Et puis bon, c'est clair que c'est le genre de truc où ça va être
très chiant comme ajustement au début, mais qu'au bout d'un moment, je pense on finira par être content, quoi. Bah, l'alternative, c'est tous mourir, si j'ai bien compris. Donc, Il me semble que c'est dans ces eaux-là. Ouais. ouais, donc après, là, je pense que je préfère ne pas mourir. Mais c'est intéressant, il y a notamment ça, dans les travaux de mobilité, il y a le Grand Paris. Il va y avoir cette espèce de réseau de métro avec un genre de périphérique de métro, en fait, qui tourne autour de la ville, et ça va être beaucoup plus facile de... C'est une bonne idée, c'est moi qui l'ai eu ça? Je crois, ouais, en tout cas, vous faites partie des gens qui... Ouais. Parce que je crois que Chapeau le principe... moi, quoi. Je crois que le principe, c'est qu'ils vont mettre des grandes gares autour de la ville, et où en fait, depuis lesquelles tu as accès à peu près toute la ville. Et avec des grands parkings autour pour qu'en gros pour encourager les gens à laisser leur bagnole en dehors de Paris. On a ça à Lausanne, les parkings relais, les P+R. T'as jamais vu ça? Genre à Vennes, à Ouchy. Mec, j'ai jamais compris que c'était ça P+R. Ouais, parking relais. Parce qu'il y a celui de l'Étoile aussi à Genève. C'est le P+R. Ah, ok, ça doit être pareil, ouais. Je connais presque mieux Paris que Genève, parce qu'il y a une honte, mais ouais, c'est pour tu fous ta bagnole, puis après tu prends les transports. Mais c'est pas Benjamin Griveaux, avant de sortir sa bite, qui voulait sortir la gare de l'Est, genre la déplacer de l'autre côté du périph'. Et puis tout le monde se foutait de sa gueule en disant je sais pas si c'était la gare de l'Est, je sais qu'il voulait faire un truc chelou avec la gare du Nord. Ouais. C'est celle du Nord. Il a eu des problèmes avec je crois qu'il voulait faire un genre de parc à la place de la gare du Nord. Ouais, puis genre dans son programme c'était marqué je déplace la gare du Nord. Puis ok, yes, bien, volontiers. Tell me how. Ouais, et malheureusement on n'a pas pu voir ça. Pourquoi? Parce qu'il Benjamin Griveaux, comme vous l'avez dit élégamment, a sorti sa bite. Bah ouais, cette histoire a été vraiment éclipsée par le fait que juste après il y a une pandémie qui a tout stoppé. Mais c'était la plus grosse histoire politique en France il y a un an, parce que Benjamin Griveaux, ça aurait dû être mon adversaire numéro 1 pour la course à ma réélection. Je crois que c'est Louis Dubourg qui a des blagues sur le fait que Benjamin Griveaux il était face à un dilemme, soit nier en bloc et dire que c'était pas lui, soit assumer fièrement le fait qu'il a une énorme tub. Parce qu'elle est énorme. Et il a choisi la fierté et dire oui, c'est moi. Il a dit désolé, mais quand même, franchement. Alors je crois que je l'ai pas vu, mais mais oui, apparemment c'est assez spectaculaire. Moi je sais que je l'ai pas vu, mais je sais que la personne qui l'a dévoilé en premier, c'est ton député. Le député. C'est lui? Bah oui. Putain, mais en plus j'avais tellement envie de parler de lui avec toi. Bah, on peut en parler. Joachim Sonforget, que je méprise profondément, qui est le député... Alors que Thomas Wiesel méprise... Oh, Anne Hidalgo aussi. Anne Hidalgo aussi. Oh, oui, je pense. Ouais. Oui. Alors, tu dis... Pardon, c'est mon député parce que Joachim Sonforget, c'est le député des Français de Suisse et du Liechtenstein. Parce qu'il y a des circonscriptions à l'Assemblée nationale où c'est les Français établis hors de France. Joachim Sonforget, je crois qu'il est médecin, cardiologue, ouais. Installé à Genève, et donc il représente à l'Assemblée nationale les Français de Suisse et de Liechtenstein, quoi. Ouais, il s'est fait élire aux législatives juste après que Macron gagne la présidentielle. Il était En Marche. Tous ceux qui avaient marqué La République En Marche étaient plus ou moins élus, enfin en tout cas une énorme partie, ce qui fait qu'il y a la majorité à l'Assemblée. Et lui, donc personne ne le connaissait vraiment, il a été élu comme ça, puis on a assez vite découvert qu'en fait c'était un psychopathe. Et... je crois que le mot est assez approprié. Et donc, si tu regardes son parcours sur Wikipédia, c'est assez fou parce qu'il a commencé, je dis un peu au bol, mais il a commencé à militer vraiment genre Parti Socialiste, même peut-être encore à gauche du Parti Socialiste. Après, il a rejoint En Marche. Après, il s'est fait exclure d'En Marche parce qu'il insultait ses collègues sur Twitter, un truc un peu comme ça. Il a un peu siégé avec les centristes. Et puis maintenant, il fait des rassemblements avec Alexandre Benalla et Marion Maréchal. Il bouffe avec elle, avec Laurent Alexandre, qui est aussi un toubib un peu taré. Et du coup, il a totalement vrillé, mais il est encore député parce que la législature n'est pas encore terminée. Donc, il fait plus partie d'En Marche, il fait plus partie du groupe de la majorité présidentielle, mais il est toujours député. Ouais, et c'est lui qui a tweeté en premier les images de la bite de Benjamin Griveaux. Mais on ne sait pas d'où il les a sorties. Bah, elles étaient sur un site russe parce que du coup, celui qui les a diffusées, c'est ce militant ukrainien ou russe, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, Piotr Pavlensky, qui était le copain de la nana qui les recevait. Je fais une parenthèse pour dire que c'est vraiment les seules émissions où tu peux te permettre de pas trop travailler en amont. C'est quand l'invité est Asperger. C'est très
c'est très utile. Ouais, mais moi, c'est des trucs qui m'ont vraiment passionné, quoi. On sait pas trop comment, voilà. Il y a quand même pas de bol. Benjamin Griveaux de se taper une nana qui décide de se mettre en couple avec un espèce d'artiste révolutionnaire qui veut absolument tout faire tomber, qui décide de lui publier les images. Et Joachim Son-Forget, on n'a pas compris pourquoi il a retweeté ça. Je pense que c'est parce qu'il devait avoir un problème avec Benjamin Griveaux en amont, quoi, qui voulait. Non, c'est un foutre la merde. troll. C'est Ah ouais. un mec qui ses trucs préférés, c'est les forums de jeuxvideo.com et des trucs comme ça. Il est vraiment un peu dans ces fachosphères un peu chelou. Et puis pour foutre la merde, ouais, il a retweeté ça, puis maintenant il s'en défend, enfin il explique que c'était... Enfin, j'ai même pas compris l'explication qu'il peut donner à ça, parce que c'est totalement illégal, immoral, enfin... Si tu vois la... C'est vrai que quand il va mettre... Mais d'où un député il fait ça? D'où un député il diffuse il fait n'importe quoi, ce gars. Ouais. Mais ouais, du coup... mais donc oui... Pour Anne Hidalgo, c'est grand bonus, quoi, parce que du coup... Parce qu'il est remplacé, parce que c'est avant la fin de la campagne, il est remplacé, ils mettent la ministre de la... D'ailleurs, très marrant, en pleine pandémie, on met la ministre de la Santé à la place de Griveaux pour la mairie de Paris. Ouais, puis il y avait 2 candidats en marche, parce que t'avais encore Cédric Villani, le mathématicien, qui avait un peu qui s'éloignait un peu de... Ouais, qui était un peu... oui, il est à resté part. en marche, mais il a fait un peu sa liste dissidente, enfin c'était un peu chelou. Cédric Villani et son look un peu particulier. Ouais, tout un peu Il est assez fascinant, ce mec, par ailleurs. Mais ouais, donc du coup, réélu à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, en 2020, en pleine contre Rachida pandémie. Dati et Agnès Buzyn. Bon, très cool qu'il y ait 3 femmes aux 3 premières places, mais D'ailleurs... laquelle ouais, a le moins de casseroles, c'est quand même Anne Hidalgo, au final. Ouais, enfin moi je trouve ça cool quand c'est des femmes qui sont élues, mais je pense que ça dépend beaucoup du parti quand même. Moi je suis pas prêt à ce que ce soit une femme. Oui, non, bah j'ai pas l'impression qu'on en est là. Même si il disait à un moment donné que l'égalité sera atteinte quand t'as un poste important, on choisira une femme incompétente. Parce que c'est ce qu'on Plus ou fait moins. actuellement avec les hommes. Non, assez régulièrement quand même. Ouais. Et Joachim Son-Forget, on est une preuve flagrante. Mais oui, du coup, Anne Hidalgo est réélue brillamment à la mairie de Paris, mais pas si brillamment que ça, parce qu'elle a dû faire pas mal d'alliances pour avoir la majorité, et dont des... Et Anne Hidalgo, oui, absolument. C'était compliqué. C'est un truc qui a joué des tours à votre image dans un sens, parce que on dit Il y avait un tout petit peu un pédophile sur mes listes, non? Alors, c'est pas là où j'allais en venir du tout. Ouf, mais heureusement, alors j'ai rien dit. Non, il n'y avait pas du tout de pédophile sur mes listes. effectivement, vous le mentionniez, c'était pas gagné la réélection à la mairie de Paris. Du coup, pas mal de gens vous donnaient perdante. Et il y a pas mal de gens qui ont retourné leur veste, en fait, qui vous ont lâché. Vous avez été un peu abandonné, un peu lâché, un peu trahi, même diraient certains, par certains anciens alliés. Et Genre ça fait... Est-ce que j'ai noté les noms, Thomas? Non, arrête. David Mais Belliard, mais Daniel Simonet, allez, balance. mais c'est en partie ce qui fait que vous avez beaucoup dû remanier vos équipes maintenant et ça a contribué un peu ironiquement au fait que vous soyez vu comme quelqu'un de très autoritaire. C'est un peu une image qui a beaucoup été véhiculée de vous, en tout cas au début, vous êtes un peu froide, vous êtes un peu directive. Bon, ça, j'ai quand même l'impression que dès qu'une femme a du pouvoir, on commence à lui affubler des traits de personnalité assez négatifs, quoi. Ouais. Alors que je pense que peut-être si un homme se comportait de la même façon, Bien on sûr. dirait que c'est quelqu'un qui a de la poigne, Ouais, que bah c'est ouais. quelqu'un qui sait où il veut aller. C'est genre Baptiste. Baptiste, il a beaucoup de charisme. Florence, Florence, Quelle elle est un peu connasse. folle. Ouais, on était en train de dire que souvent les femmes de pouvoir sont très critiquées et que vous, Anne Hidalgo, il y a eu beaucoup d'adjectifs un petit peu péjoratifs autour du fait que vous êtes un peu directive, peut-être un peu froide, un peu autoritaire, alors que beaucoup de gens racontent qu'en fait dans le privé, pas du tout. Mais on vous Cool. voyait pas tant que ça. Pardon? Tant mieux. Oui, bah ouais, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est souvent un peu comme ça. Mais même parmi les humoristes, il y a des gens comme ça qui ont des réputations d'être très froids, très Genre désagréables. vraiment pas du tout, tu vois. C'est vrai. Moi, je crois que ma réputation, d'après ce que j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui s'en fout, enfin, qui a pas envie de socialiser. À Paris, on m'avait dit ça, ou qui fait un peu peur. C'est le fait que quand je suis à Paris, je suis pas bien. Si tu me rencontres à Montreux ou à Lausanne, ça va beaucoup mieux se passer que si tu me rencontres à Paris où je suis déjà sur la défensive. À Paris, les humoristes souvent me disent c'est marrant, t'as l'air un peu froid.
on n'ose pas trop t'approcher. Et puis moi, je leur dis non, je vois pas de quoi vous parlez, mais je préférerais parler de ça à un autre moment. Mais j'ai remarqué quand même qu'à Paris, les humoristes me calculent pas trop jusqu'à qu'ils aient besoin de blagues pour une chronique. Et là, tout à coup, ils sont hyper intéressés. C'est un peu une revanche ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que maintenant, au contraire, vous avez de nouveau la cote, au point, on l'évoquait tout à l'heure, d'être un peu pressenti pour une éventuelle campagne présidentielle pour 2022. Et puis là, maintenant, justement, les gens ont envie de vous entourer de nouveau. Comment vous voyez ça, le fait de... quand vous êtes peut-être pas trop calculé ou peut-être sous-estimé pendant un moment et que maintenant, vous êtes the new hit kid on the block? J'ai l'impression que la politique, c'est tout le temps ça, quoi. Quand quelqu'un a un peu le vent en poupe, les gens se mettent avec lui ou elle, souvent lui. Et puis dès que ça baisse un peu, tout d'un coup, il se trouve un nouveau chouchou. Enfin, avec Macron, c'était assez ouf ce qui s'est passé, quoi. T'avais personne qui le calculait vraiment. Et tout à coup, les gens ont vu les sondages. Tout à coup, les gens ont vu les costards de Fillon. Puis ça fait poup, 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 poup. Et puis tout le monde qui se range derrière Macron pour avoir un strapontin. Et puis à gauche, ça va être assez flagrant. Parce que là, à gauche, ça se renifle un peu le cul de partout. Est-ce que Mélenchon va y aller? Enfin, Mélenchon, c'est le seul qui a dit qu'il allait y aller parmi les majeurs pour l'instant. Yannick Jadot, est-ce qu'il va réussir à surfer sur la vague écolo pour vraiment représenter quelque chose? Des gens comme ça. Et puis, ils ont tous envie d'être le candidat de l'union des gauches, mais dès qu'il y en aura un ou une, tous les autres vont, je pense, se ranger derrière, quoi. Mais est-ce que ça va se faire ou pas? Ou est-ce qu'ils vont de nouveau présenter 3-4 candidats et puis ne pas être au deuxième tour? Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu comme au tennis où on a toujours l'impression au début qu'il y a plein de gens qui vont battre les meilleurs, puis après on se retrouve avec la 65e finale Djoko-Nadal. J'ai quand même l'impression que ce sera Macron-Le Pen au deuxième tour. En attendant, c'est une prédiction qu'on a fait avec Alexandre Kominek. 2027, le deuxième tour, c'est Marine Le Pen Squeezie. Je pense. Et puis du coup, on prédit que Michou n'a juste pas accédé au deuxième tour, parce que Squeezie sera déjà has-been en 2027. Ah, tu crois que qui? Michou, il est mort, non? Ah oui, Michou, celui avec les lunettes, il est mort. Mais Michou, le youtubeur, Je sais même pas qui qui a c'est. genre, mec. bah ouais, c'est un gamer il doit avoir 20 ans. Tout ceci est affligeant. Non, mais on oublie quand même que genre Jean-Marie Bigard était candidat pendant 3 mois à cette présidentielle. Ouais, mais s'il était vraiment sérieux? Mais il y avait au sondage... Bah, il récoltait des signatures et tout. Ouais, c'est vrai, putain. Et Affida Turner aussi. Mais bon, elle, je pense qu'en termes de signatures, ça va être un peu short. C'est extraordinaire. Mais là, j'ai une question pour Thomas Wiesel, plus que pour Anne Hidalgo. Je me demande comme ça, spontanément, même si, bon, la gauche en France... et d'ailleurs, je vais poser une question sur la gauche en France à Anne Hidalgo après, mais... la gauche en France est peut-être plus vivante et même si en ce moment c'est pas trop le cas, mais plus revendicatrice que la gauche en Suisse. Toi-même étant plus qu'un humoriste de gauche, un citoyen tout simplement qui est plutôt orienté à gauche, est-ce que en tant que spectateur du coup la gauche en France ça a traditionnellement tendance à t'exciter un petit peu parce que justement c'est genre une gauche qui est un peu plus vivante peut-être que ce qui se passe en Suisse ou... Bah non, honnêtement, je suis content de voter en Suisse parce que la gauche en France, non, m'excite pas tellement que ça. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu sabotée en ratant le quinquennat Hollande. Et puis que une bonne partie s'est rabattue sur Macron. Certains par dépit dès le premier tour, d'autres par obligation au deuxième tour. Et Macron, ça a quand même été assez largement un président de droite. Jusqu'à maintenant, il donne de temps en temps un petit sucre à la gauche pour essayer de faire semblant. Je crois que ça convainc pas grand monde. Donc la gauche en France, c'est quand même fou parce que tu dis, bah du coup, il y a un président de droite où l'opposition est d'extrême droite et à gauche, ils arrivent même pas à s'organiser pour avoir un truc un peu cohérent. Et maintenant la droite et l'extrême droite font des débats entre eux sur les chaînes télé et comment le gouvernement commande des enquêtes sur l'islamo-gauchisme à l'université. C'est la folie. Et ça, c'est avec un président qui est ni de gauche ni de droite, quoi. C'est extraordinaire. Et du coup, pendant qu'il y a le débat Darmanin-Le Pen sur... Mais il y a encore des gens, encore des gens qui pensent que Macron, c'est pas la droite. Bah, même dans la majorité de Macron, il y a des gens de gauche. Il y a des gens de gauche qui n'ont pas encore quitté le parti de Macron. Ce qui est assez fou, quoi. Mais t'as vu, Mélenchon était obligé d'aller chez Hanouna le soir du débat Darmanin-Le Pen. C'est extraordinaire. Il a dit « Je suis en exil politique chez Hanouna ». Juste cette phrase. Donc non, je suis assez content d'être en Suisse, même si notre pays politiquement a vraiment beaucoup de problèmes aussi. On va le recevoir prochainement dans l'émission Cyril Hanouna aussi. C'est vrai ? Ouais.
Tu le salueras de ma part, il m'a menacé sur Twitter une fois. Ouais, je sais pas. Non, mais j'espère que la gauche en France va se reprendre. Il y a des trucs très intéressants et j'ai l'impression que les forces de gauche en France sont assez efficaces justement pour se mobiliser, pour manifester, pour créer des actions et des trucs, mais c'est que politiquement, elles n'arrivent pas à se fédérer, quoi. La gauche a l'air mal en point en France en ce moment, mais d'un autre côté, comme ça, spontanément, et c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'extrêmement impliqué politiquement, mais j'ai l'impression que même si les chiffres le prouvent pas forcément au moment des élections pour les différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a plus de gens de gauche en France qu'en Suisse, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. Ouais. Bon, après, notre vision de la Suisse est biaisée, parce que si on pense en Suisse romande, je pense qu'on est plus de gauche que la France. Ah ouais ? Oui. Tu penses ? Oui, la Suisse romande, je pense. Je sais qu'on est, disproportionnellement plus de gauche en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Très largement, ouais. Ouais. Mais je pense que la Suisse romande, en tant quantité, vote plus à gauche que la France. On parlait de comment les femmes étaient un peu décrites en politique et un peu de la misogynie languinante qui existait à ce niveau-là. Alors que ce podcast, pas du tout. On prend un homme pour parler à la place d'une femme, donc c'est vraiment... J'allais le dire. On Voilà. Là, on est à sur la une pointe du atmosphère. progressisme. On est sur une atmosphère très féminine là. Bien sûr. Entre Des nous. rares femmes politiques, qui est-ce qu'on invite pour en parler, un mec? Vous avez fait parler de vous justement. Il y a eu un petit coup de com assez intéressant. J'ai trouvé dernièrement puisque le ministère de la fonction publique allait, semble-t-il, infliger une amende de 90 000 ou 90 000 pour ceux qui parlent français correctement euros. À la mairie de Paris, il faut faire le taux de change, j'ai un peu la flamme, mais là. 90 000 euros, ça fait 90 518 francs suisses, au moment où j'ai vérifié. Parce que vous aviez nommé plus que 50% de femmes au poste de direction, et donc ça ne respectait pas la parité, et donc amende, et vous avez dit évidemment que c'était une amende que vous étiez très fiers de payer, et au final on n'a pas eu à la payer. Au final non, évidemment il n'y a pas eu à la payer. C'est comme ce très qui fort. montre non mais c'est All lives matter. Ouais, voilà. Non c'est classe, c'est assez cool. Bah, c'est cool d'arriver à faire ça, ouais. Bah, c'est la preuve que quand même quand tu mets des femmes dans les hauts postes, bah, il y a certains stéréotypes et clichés qui tiennent moins, et t'y arrives, quoi. Le fameux plafond de verre, bah, si tu le pètes, bah, y en a d'autres qui peuvent passer après, donc ça c'est très cool. Mais ouais, on est quand même nous on est dans un pays où on a eu des présidentes, mais la France n'a jamais eu de présidente. Putain, le pays de Simone de Beauvoir, de Simone Veil, n'a pas eu de présidente. C'est bizarre, hein. Et puis j'ai une seule première ministre. Ça donne pas trop l'impression qu'ils ont hâte non plus, quoi. C'est plus misogyne qu'il n'y paraît. Non, mais t'imagines si la première présidente de la France c'est Marine Le Pen. L'échec démocratique putain, ça serait horrible dans le sens, enfin ça serait horrible pour plein de raisons, hein, d'ailleurs. Ça serait horrible pour plein de raisons, mais c'est vrai que ce serait triste parce que par la force des choses ce serait un symbole, parce que ce serait la première femme, et que ce soit l'extrême droite, ce serait un peu que la présidente française, la première présidente française, ça soit une meuf qui au fond de son âme pense que les femmes devraient être un peu à la maison et s'occuper de... C'est horrible. Ah putain. Ouais, non, la France, ouais, ils ont de la peine, et bah, Paris, je pense que Anne Hidalgo, je pense que j'ai été la première maire féminine de Paris. Et dans les grandes villes françaises, bah, il y a une maire à Marseille qui a été élue, qui a duré genre moins longtemps qu'un match de l'OM. C'était hyper bizarre. Là, ouais, c'était à la dernière élection, elle est bah... restée que quelques mois, après elle a laissé à son second. Non, Martine Aubry. Martine Aubry, Lille, mais c'est pas une des grandes villes. Lyon. Lille, c'est genre là, ça doit être 5-6e ville de France, 5, je pense, 6, comme ça. Mais Lyon, Bordeaux, Toulouse, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des femmes. Donc ouais, il y a encore du chemin, quoi. Nous en Suisse, c'était quand même hyper bien la fois où on a eu un conseil fédéral à majorité féminine. Alors ça n'a pas duré très très longtemps, et ça a été qu'une fois pour le moment. Mais là, on en a toujours 3 et sur attends, 7. Et si je dis pas de bêtises, les partis concernés, c'était quoi ? C'était une PLR, une PS, une parti bourgeois et une UDC ? PDC. Ah, une parti bourgeois, c'était UDC. Ah, pardon, oui, c'était elle qui avait switché, ouais. Et une PDC ? Ouais. C'était qui la PDC ? Doris. Ok, un peu de contexte pour les non-suisses. Le Conseil fédéral, c'est l'organe exécutif de la Confédération suisse. C'est le gouvernement, si vous voulez. 7 personnes, qu'on appelle parfois les 7 sages, à la tête de 7 départements fédéraux, qui sont nos ministères. Ouais, on a tout regroupé en 7.
efficace. Mais du coup, il y a des combos un peu mystiques, comme le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Les membres du Conseil fédéral sont élus tous les 4 ans par le Parlement, ou quand il y en a un qui décide de démissionner, parce qu'en général, ils sont réélus jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter. Chaque année, ils font un tournus parmi les 7 pour désigner celui ou celle qui sera pendant un an président ou présidente de la Confédération. C'est ce qui fait qu'on a déjà eu 5 femmes présidentes, dont 3 qui l'ont été 2 fois. Actuellement, 3 de nos 7 conseillers fédéraux sont des femmes. Tout est toujours assez équilibré. Les 3 plus grandes régions linguistiques sont représentées, avec 2 Suisses romands et 1 Tessinois. Tout le monde vient de cantons différents, et la répartition actuelle entre les partis, c'est 2 socialistes, 2 PLR, la droite économique, 2 UDC, l'extrême droite, et une PDC, Parti démocrate chrétien, qui se veut au centre, mais a quand même des tendances assez conservatrices. Parce que notre sport préféré devant le ski, le tennis ou l'optimisation fiscale, ça reste quand même le compromis. On parlait de l'avis des taxis et des Uber à votre égard par rapport à la circulation. On imagine que les vélos, a priori les cyclistes, vous portent un petit peu plus dans leur cœur. Sauf ceux qui utilisent des Vélib, je crois. Parce qu'il y a eu des problèmes avec les Vélib. J'ai un peu défoncé les Vélib à Paris, je crois. J'ai changé de prestataire et ça se passe très très mal. Et il y avait un autre truc, il y avait les comment ça s'appelait, les Autolib. Ça c'était Bolloré. Exactement. Ouais. Parce que je vais vous poser une Quelqu'un question sur Vincent Bolloré. Ah bien sûr. Parce que les Autolib, c'est une des nombreuses entreprises qui appartient au Qui appartenait, Bolloré. parce que je crois que ça n'existe plus. Ah, c'est plus le cas. Tu poses la question à quelqu'un qui va plus du tout à Paris. Anne Hidalgo va à Paris. Hein. Anne Hidalgo, elle est à Paris de temps en temps. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle a un bureau qui est stylé. Ah bon Ouais, en fait, c'est vrai que toi, t'aimes pas beaucoup Paris, tu trouves ça oppressant. Il faut que je te montre des images du bureau d'Anne Hidalgo, parce que je pense que si tu travaillais dans le bureau d'Anne Hidalgo, tu trouverais Paris plus chill. Je pense que si j'avais un chauffeur, si j'avais pas besoin de connaître l'angoisse des transports publics, si j'avais pas tout ce stress qu'on peut avoir comme simple citoyen à Paris, oui, ce serait plus simple. Tu crois qu'elle les prend pas, elle ? Genre, elle est pas un peu... Elle les prend de temps en temps quand il y a des médias. Ouais, voilà, j'allais dire, elle est pas un peu, entre guillemets, obligée de temps en temps de faire acte de présence dans le métro et tout. Je serais surpris qu'elle le prenne tous les jours pour aller au travail. Déjà, à mon avis, elle doit avoir un appartement de fonction qui est pas loin de son bureau, donc elle peut y aller à pied. Probablement. Et puis il y a des chauffeurs. Ouais, oui, ça c'est... Je suis à peu près sûr. Je pense que la Suisse, ça doit être un des rares pays où on a vraiment nos dirigeants qui prennent les transports publics, c'est genre génial. juste parce que c'est pratique, puis parce que personne leur fait chier. Alors, parce qu'ils sont pas plus connus, le cas cette année, c'est en train de changer maintenant, je pense. Parce qu'ils ont notamment le Covid, mais pas que. On sent que la politique suisse entre guillemets, se théâtralise un tout petit peu plus. Donc il y a des personnalités de plus en plus fortes qui émergent. Bah surtout avec le Covid, le citoyen lambda connaît la tête des dirigeants, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Je pense que vraiment, Alain Berset, il y a 10 ans, il pouvait prendre, en étant déjà conseiller fédéral, il pouvait prendre les transports publics et puis il y avait une personne sur 10 qui le reconnaissait. Ouais. C'était juste un chauve parmi d'autres dans voilà. le wagon avant. Voilà. Didier Bourcalter, qui était notre président, avait été photographié sur un quai de gare et ça avait fait un méga buzz parce qu'aucun garde du corps, aucune mesure de sécurité visible et personne qui l'importune, quoi. Il y a aussi souvent des images du président du Portugal qu'ils appellent Marcelo, je crois, mais Marcelo Vieira de Sousa, un truc comme ça, sauf erreur, sans être raciste bassement, mais je crois vraiment que c'est son nom, qui lui est aussi un citoyen lambda qui va faire ses courses, que tu vois genre, c'est un monsieur d'une 70aine d'années que tu vois en short à la plage, qui aime se mettre en scène en train de se baigner comme n'importe qui, et je crois que les Portugais l'adorent pour ça, et je pense que... Évidemment que c'est adorable, ça. C'est juste de sentir que le mec qui est au pouvoir, ou que la nana qui est au pouvoir, c'est une personne comme toi, quoi. Ouais, mais pourquoi des pays comme la France n'y arrivent pas, quoi? Parce que je pense que c'est un mélange de... La France, c'est un pays qui a pas que en politique, mais ça se traduit évidemment en politique, mais une tradition très élitiste et très... ça va aussi avec le côté très centralisé Paris, t'es tout concentré à un endroit, essayer de sortir les meilleurs des meilleurs. Ouais. Et du coup, même l'élite politique, c'est des gens qui sortent, les trois quarts, ils sortent tous de la même école, ils se connaissent tous. Et puis qu'en France, il y a vraiment une tradition du débat et de l'oral et de à quel point on a envie au fond de quelqu'un qui parle bien. Et donc en fait, c'est tout dans le paraître, c'est tout hyper théâtral, etc. C'est tout dans le débat qui est capable de dominer l'autre dans le débat. Dans les débats des Philippe Poutou et tout ça, ils s'en sortaient bien, quoi. Pour moi, ils avaient des punchs et ils étaient pas ridicules, quoi. Ouais. Alors Philippe Poutou a gagné énormément. Oui, mais au même titre que, enfin, de manière très différente. Mais Jean Lassalle, il a gagné trop de points aussi pendant les. Enfin, tout le monde est tombé amoureux de Jean Lassalle, tu vois. Mais justement, parce que c'est un des rares où tu dis, bah, ça pourrait être un mec que je croise au bistrot.
Ouais. Alors malheureusement, ça peut vraiment être un mec que tu croises au bistrot. Absolument, parce ouais, qu'il y ouais. a beaucoup. Mais... Quand tu arrives, il est déjà là avant toi, je pense. mais rien que ça, tu vois. Rien que le fait... Chez nous, un Jean Lassalle, bah, ce serait normal. Bon, on en a. Bah, on en a plein. On en a. Bah, notre président actuel. Notre président, on est un. Guy Parmelin, il est agriculteur. Ou il l'était. Ça fait un moment qu'il fait plus, qu'il travaille, C'est son qu'il frère, est il plus est trop sur les vigneron, tracteurs. il est Quoi. vigneron. Ouais, ouais. Mais ça, c'est relativement normal. Bon, relativement, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un président vigneron, mais notre président précédente était pianiste, quoi. Ça en France, enfin, je sais pas si t'es pas juriste, énarque, enfin, c'est quand même très très. Mais en plus, ils sont même pas vraiment. C'est ça le c'est truc quoi mon qui est métier traite, à c'est moi, quand d'ailleurs avocate. Anne Hidalgo, non, c'est une travailleuse sociale. Ça, c'est vachement bien. Je crois qu'elle était inspectrice du travail. C'est un des facteurs qui entre beaucoup dans l'antagonisme qui est supposé et qui est beaucoup théorisé en ce moment entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron. C'est le fait que, un des trucs qu'a priori on suppose que Anne Hidalgo vous n'aimez pas chez Emmanuel Macron, c'est le côté succès express et un peu ces petits énarques tout jeunes qui sont propulsés dès le début, alors que vous, au contraire, vous venez de... Enfin, c'est une longue carrière et une longue ascension qui a pris du temps et où ça a été fait avec patience. Mais tu vois, le contre-exemple, quelque part, c'était François Hollande. Parce que François Hollande, je crois qu'il a fait l'ENA aussi. Ouais. Mais il était genre inspecteur. François Hollande, il est dans la même promo que Royal et De Villepin. Ah ouais. Ouais. Mais genre, lui, il a fait un peu des petits jobs cours des comptes, enfin des trucs extrêmement bien payés, des grosses planques de l'administration française, mais c'était aussi un peu une espèce d'ascension un peu linéaire. Et puis, il a réussi à accéder à ce poste parce que DSK a fait ce qu'on sait qu'il a fait. Et il a essayé, lui, justement, de normaliser un peu la fonction de président, et ça a été un échec retentissant, quoi. Les gens ne l'ont pas respecté. Et quand on Mais parle c'est de ouf François comment, Hollande, les dès gens le parlent pas de début- son programme, les gens parlent vraiment de l'image qu'il renvoyait, puis de ses couacs, et de... Bon, après, sa vie privée, ça a pas aidé, je pense, dans l'image qu'il a renvoyée, mais genre, cette tentative de baisser un peu la stature présidentielle, ça lui a explosé à la gueule. Il a quand même pas pu se présenter à sa propre réélection. Ce qui, depuis que je suis né, je crois que c'est jamais arrivé pour un président français. Si il y a une primaire à gauche et que ça se joue entre François Hollande et Anne Hidalgo, ce sera assez marrant parce que je sais pas si tu sais ça, je sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais Anne Hidalgo, on ne sait pas qui est le père de son fils. C'est un peu comme Rachida Dati, quoi. Ah ouais. Non, Et j'ai pas du tout. d'aucuns diraient que c'est peut-être Je suis pas Monsieur trop allé Hollande. sur sa vie privée. Ah bon? Non, mais ça c'est une rumeur. Non, ils sont contemporains, ils se sont fréquentés au Parti Socialiste et elle a jamais dit qui était le père de son fils, mais j'ai lu plusieurs fois que c'était peut-être François Hollande et que c'était genre un secret. C'est un raccourci un peu facile, quoi. Genre, Non, ils non, sont alors, contemporains, ils font le même. Ils sont du Non, même parti. ça sort pas de nulle part. Anne Hidalgo a pour conjoint Jean-Marc Germain, député dans les Hauts-de-Seine, C'est 9 de easy. avec qui elle est mariée depuis plus de 20 ans et avec qui il a eu un fils en 2001, Arthur, qui pendant son enfance a eu droit à des rumeurs quant au fait qu'il serait en fait le fils de François Hollande, proche d'Hidalgo. Aujourd'hui c'est derrière lui et apparemment c'est un nageur assez costaud, le plus jeune français à avoir traversé la Manche à la nage, 16 ans à l'époque. Cet été il a prévu de traverser toute la Seine jusqu'à la mer et apparemment il en a un peu marre qu'on lui parle de ses parents. Ça vous saoule vraiment ou pas? Bah C'est sa mère. forcément. En France, on a quand même un truc, enfin, vous avez quand même un truc, je trouve, qui est assez admirable, c'est que, à part quelques petites exceptions où tout d'un coup ça disjoncte, genre Benjamin Griveaux, tu comprends pourquoi, mais la vie privée des politiciens ne prend pas le pas sur leurs compétences. Ça, c'est un truc qui m'amuse énormément de la France et c'est quelque chose qui est dans la série, qui est illustré de manière assez intéressante et assez drôle dans la série Au service de la France, qui est sur Netflix mais qui est une série Arte à la base. C'est une série qui a été créée par Jean-François Alain, qui est le scénariste ou le co-scénariste, ou en tout cas le gars qui fait les dialogues dans les OSS 117. Et la série Au service de la France, c'est un mec qui intègre les services secrets français dans les années 60. Et c'est un peu ambiance OSS 117 où ça se moque de l'administration française, de ce que c'est la France, etc., etc. Et il y a un moment, ils sont dans un bureau avec des mecs de la CIA, donc des Américains. Et évidemment, c'est les années 60, donc tout le monde clope énormément. Et ils sont en pause dans leur réunion. Et les Français demandent aux Américains, alors, cette élection, il va être élu Nixon ou vous avez un peu peur du petit Kennedy là? Et les Américains font non, c'est bon, Kennedy, il a un problème pour être élu. Ils font ah bon, c'est quoi? Les Américains disent juste il aime trop les femmes.
Et les Français sont juste en train de tirer sur leur clope, en train de faire et donc, tu sais, genre, ils comprennent pas où ils veulent en venir. Et les Américains sont là, non, il a beaucoup de maîtresses. Et ils sont là, Ouais. oui, et donc vous voulez en venir où? Tu vois, et ça, je trouve ça trop drôle parce qu'en France, il y a ce côté. Je sais pas, j'ai l'impression que Chirac a eu des affaires extra-conjugales, je crois. Ouais, énormément. On l'appelait 2 minutes touche comprise. Giscard, il y a eu des trucs aussi. Giscard, il prétend qu'il a couché avec Lady Diana. Personne l'a cru. Il y a eu Hollande, on connaît. Sarkozy, il a lâché. Il était plus avec la même femme à la fin du quinquennat qu'au début. Mitterrand. Mais en fait, en France, j'ai l'impression que limite, ça rassure. Tu sais, il y a un côté. Alors, ça va vachement renforcer le cliché des Français dans la tête des Américains, j'imagine, mais il y a un peu le truc de. Le président a commis un adultère, moi aussi. Tu vois, je suis proche. Oui, puis ça de prouve qu'il sait il est comme nous. Qui sait multitasker, qui sait gérer plusieurs dossiers en même temps. Ouais, voilà. Mais tu vois, il y a peut-être un changement là-dessus parce que on a parlé de Griveaux, DSK, bon, c'est très grave. Mais aux États-Unis, si t'as pas le Labrador, les jumelles Trump, et tout, ça a changé justement maintenant. Ouais, mais bon, Trump, ça a tellement changé. Ouais, mais Trump, c'est un ovni, mais Trump, au au niveau de la vie privée, normalement, ça aurait dû être genre un no-go total pour une candidature. Il y avait rien qui allait. Il n'y a jamais eu de président qui était divorcé avant Trump. Et lui, il était à sa 3e femme. Et celle-là, il l'a acheté plus ou moins. Ouais. Il y a vraiment genre rien n'allait dans ce truc. Et les gens ont totalement balayé le dossier de sa vie privée pour se concentrer sur ses idées, ce qui s'est souvent fait en France et ce qu'ils n'ont pas fait cette fois-ci, notamment avec Griveaux. Avec DSK, c'était pénal, donc c'est encore un peu différent. Hollande, on l'a beaucoup emmerdé sur ses maîtresses et tout ça. Donc, je sais pas, il y a peut-être un shift quand même. Biden, c'est quand même pas le plus clean en termes de nana. Hein. Vous m'avez dit ce qui vous manquait, Anne Hidalgo de l'Espagne, tout à l'heure? Oui, ma grand-mère. Votre grand-mère, qu'on imagine décédée depuis un moment. C'est pas sûr. Non, on sait pas en vrai. Ouais, peut-être. Elle doit quand même avoir une 50aine d'années, Anne Hidalgo. Non, mais moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, forcément, dans votre interview avec Léa Salamé, de sentir que pour vous, le fait d'être aussi espagnol, ça alimentait un sentiment européen, en fait. Enfin, c'est le fait de venir de plusieurs endroits comme ça. Bah, c'est cool qu'il y ait encore des politiciens pro-européens. C'est devenu difficile, j'ai l'impression, quand même, ces dernières années avec les déboires de l'Europe. Donc c'est à la mode de taper sur l'Europe, quoi. Ouais, c'est un peu facile et c'est à la mode. Et la France et l'Allemagne, on peut leur critiquer plein de choses, mais ils se battent pour l'Europe et ils tiennent la barque de l'Europe. Merkel et Macron en tête. Et oui, je pense qu'Hidalgo, le fait que ce soit une gauche pro-européenne et pas une gauche... Mélenchon, il est plutôt anti-Europe, je crois. Plus protectionniste. Je pense que c'est une des grosses différences entre les deux. Ouais. Et oui, la diversité des origines doit en être. Anne Hidalgo, quand on écoute vos interviews récentes, ça se voit que si vous n'allez pas le faire, en tout cas, vous vous laissez l'option d'y aller pour l'instant à la présidentielle de 2022. Et je peux pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce que vous allez vous faire chier à faire une campagne présidentielle alors que maire de Paris, franchement, déjà maire de Paris, ça doit venir avec son lot de stress et de responsabilités un peu encombrantes, etc. Mais a priori, j'ai l'impression que ça doit être beaucoup plus agréable que d'être président, quoi. Moi, je devine, Anne Hidalgo, que vous faites des nuits de 8 heures pour l'instant. Et que si t'es président, je sais pas si tu peux faire des nuits de 8 heures. Enfin, à mon avis, je pense que t'es... Je dirais 6 et puis ça passe à 4. Ouais, tu crois? Mais là, tu poses la question à quelqu'un, si on me demandait si je préfère accepter un mandat politique ou me couper l'oreille, je demanderais la gauche ou la droite. Hein. Moi, c'est vraiment... Ouais, moi aussi, je crois. Hein. Oui, pour moi, ça me dépasse totalement. Même si, pour en revenir à Joachim Somforget, c'est un peu mon plan B. Député des Français de Suisse et de Liechtenstein. C'est vrai que ça a l'air assez chill. Il se fait des nuits blanches de gaming, je pense qu'il est bien lui. Mais le problème, c'est que je pense que j'aurais du mal à être élu député des Français de Suisse et de Liechtenstein si j'étais sur une liste d'un parti de gauche. Ah, je te déconseillerais ça, et je te déconseillerais la barbe, mais par contre, Charles Nouveau, je pense que rien qu'avec le nom, t'as une bonne partie des suffrages. Ouais. On lève le Salvat, peut-être. Charles Nouveau, Jamel Comedy Club saison 9. Sur la non. Ouais. Il est pas d'accord. Mais je t'appellerai à ce moment-là parce que je serai obligé, je ferai une vidéo avec des humoristes.
Tu lanceras un défi Pour à vous aussi, McFly les et questions les plus Carlito. importantes, c'est l'environnement, la mobilité et le. T'as vu ce que vient de faire Macron? Mais c'est trop grave. Il a fait Mais- une vidéo avec McFly et Carlito. Non, il a lancé un défi à McFly et Carlito de faire une vidéo sur les gestes barrières et que si elle atteint 10 millions de vues, il fait une vidéo avec eux. Enfin, eux viennent faire une vidéo à l'Elysée. Et pour moi, Putain, c'est honnêtement, tellement- c'est un coup de maître de com de Macron parce que Mais il McFly est et fort, Carlito hein. sont obligés de le faire. Ouais. Parce que si tu dis Bah, non, y a le je veux président, pas aider ouais. le président à Ouais. combattre la pandémie, c'est difficile à assumer comme posture. Il va faire un truc qui va faire quasi automatiquement le buzz. Parce Bah que là, c'est lui leur qui- vidéo, elle est sortie aujourd'hui, puis je pense qu'elle va faire le buzz. Enfin, ils ont tout fait pour que ça augmente dans les vues, puis que ça atteigne le plateau. En plus, les gens ont envie de voir McFly et Carlito concours Répondre au d'anecdotes, président, ouais. Macron, machin, donc ils vont faire les 10 millions de vues. Et puis Macron, bah, c'est quand même un truc où il sera vu de façon sympathique et positive, et une grosse audience qui cherche vraiment à toucher, qui sont les jeunes. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas le droit de vote, mais il y en a quand même pas mal qui l'ont ou l'auront en 2022. Bah, à une période où il y a une paupérisation de la jeunesse comme Jaja, où les étudiants ont pas de quoi bouffer et tout. Il y a les étudiants se suicident comme jamais aussi. mais Il y ce a qui un est peu ouf, un c'est que désespoir. Et donc, allez, on fait des vidéos YouTube. C'est pas ouf ce truc. On vote sur la putain de Mais moi, j'ai- burqa. ouais, moi, je trouve Alors ça qu'elles incroyable, sont, et j'ai elles, tellement- elles doivent être 23 les meufs à la portée en Suisse. Ils disent moins de 30, ouais. Et ah ouais, en plus. Et en plus, ça me fait trop mal parce qu'en vrai, officiellement, on ne vote pas sur la burqa. Sur On l'interdiction vote de sur se dissimuler. l'interdiction de se dissimuler le visage et c'est pour des raisons sécuritaires et tout. Alors que tout le monde sait, tu vois, spontanément, tu le dis, on vote sur la burqa. Bah, sur les affiches, c'est la burqa. Hein. Mais et ça va moi, passer, hein. Bien sûr que ça va passer là. Ouais. Les sondages sont très favorables, mais ça me déprime tellement et je trouve que ça prend de la place médiatique et de débat alors que c'est vraiment pas un débat qui est intéressant, ni utile, ni nécessaire. Non, mais attends, mais au même titre. Bah, c'est pas exactement comme ça que c'est instrumentalisé en Suisse, j'ai l'impression. Mais en France, c'est ouf. Enfin, moi, je voyais beaucoup d'humoristes faire des blagues là-dessus, mais je le vois tellement ces dernières années que je trouve que les blagues sont complètement avérées. Le fait que, genre, à chaque fois que c'est le bordel en France Ouais. et qu'il y a des Islam. gros problèmes, c'est genre le voile, pour ou contre. Le Mais vous êtes voile, sérieux, le les gars? burkini, l'islamo-gauchisme, la nourriture halal dans les supermarchés. Allez vite, enfin, faut en parler pendant 7 Ouais. semaines à la télé. C'est n'importe quoi. ils ont une espèce de roue avec plein de sujets liés à l'islam, comme ça, ils tournent. Ça sera la nourriture halal maintenant, cette fois-ci, pour détourner l'attention. Bah écoute, ça fonctionne, c'est ça le problème, ça fonctionne. Mais donc je ils pense, continuent. je pense que du coup, le fait qu'on vote en Suisse sur la burqa, enfin l'interdiction de se dissimuler le visage, La burqa. le 7 mars, ça fait. Ils vont en parler en France, je pense, ces prochaines semaines, tu crois pas? Genre, ça va rouvrir un peu le débat. Non, ils vont en parler quand on aura accepté, puis ce sera la Suisse, ce pays islamophobe. D'ailleurs, oui, c'est passé à 51,2%. Comme, Ouais. comme pour les minarets. Ils vont en parler au Marine, Daily Show. Marine Le Pen dira, vous voyez ce que font nos Oh, voisins cela dit, suisses, c'est très bien. Cela dit, c'est interdit en France. Hein. Je crois, ouais. Il y a une loi d'interdiction de se dissimuler. Mais ils n'ont pas voté pour, quoi. Tu peux porter, je crois que tu peux porter un niqab, mais tu peux En pas privé. porter une. Il y a un seuil de tissu à ne pas dépasser, apparemment. Bon, et après, sans on est le rentrer seul dans les pays à questions voter de pour, laïcité, il y a des endroits où t'as pas le droit d'avoir des signes Ouais. ostentatoires religieux. mais- Non, mais je pense qu'on va de nouveau passer pour un pays islamophobe. Parce que Yes. ouais, il y a moins de 30 meufs qui portent la burqa, on vote pour et on va interdire la burqa. Il y avait 3 minarets en Suisse. Où il n'y a pas de muezzin en plus, donc c'est des trucs qui font pas de bruit. Et Il y tout. en a toujours 3 du coup. Oui, il y en a toujours 3 parce qu'on a interdit les minarets. Mm. Et peut-être c'est ouf, tu te dis, mais il y en a que 3, ça n'a aucun sens d'avoir ce débat. Et puis les gens en face, ils te répondent genre, ouais, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'églises en Arabie Saoudite? Et t'as envie de faire genre, ouais, mais. Est-ce qu'on veut prendre l'Arabie Saoudite comme exemple de pays tolérant C'est- auquel ouais, on veut ressembler? C'est pas vraiment le propos en fait. Ouais. Non, mais c'est la politique politicienne. Ça, c'est des trucs qui me dépriment vraiment. C'est genre marquer des points politiques. Comme en ce moment où tu as des partis qui demandent de tout réouvrir pour être du côté des gens qui veulent réouvrir, mais Ouais. genre, c'est pas du tout faisable. Il y a rien qui justifie de tout réouvrir. Et ils savent que ça va pas être le cas, mais du coup, ils peuvent dire bah, si jamais nous, on voulait tout réouvrir, donc on est avec vous. Mais on sait que ça va jamais le faire. On n'aura jamais à assumer la responsabilité de ça réouvert et ça a relancé l'épidémie. Mais nous, on vous a défendu, quoi. Bah, en parlant de ça, Anne Hidalgo, vous êtes dans une position un peu particulière, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, Paris, qu'on le veuille ou non, pour différentes raisons, c'est un peu le centre névralgique
entre autres culturel de la France. Et en ce moment, la culture, ça rigole pas des masses, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de voix très critiques de la politique actuelle du gouvernement au sein de la culture, et donc par la force des choses à Paris. Vous, comment vous voyez la situation actuelle ? Moi, j'ai l'impression que là, il faut arroser d'argent pour le moment. Et quand on sera sûr qu'on peut réouvrir de façon safe, on le fera. Mais appeler à la réouverture maintenant, un peu de façon anticipée, pour jouer dans des conditions dégueulasses, j'ai un peu de peine à soutenir ce mouvement-là. En tant que Thomas Wiesel et en tant que Anne Hidalgo, j'imagine. Mais il y a un truc un peu genre... Il y a des études qui commencent à sortir maintenant que si tu es dans un théâtre à 30% rempli avec des masques, il y a peu de risque de contamination. Je vois que vous suivez mes stories. Oui, continue. Oui, toi et tous les coronasceptiques d'Europe, mais... Non, putain, t'es salaud, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Mais non, oui, je sais, oui, ils l'ont tous partagé. Et c'est vrai que c'est une news qui fait plaisir. Ouais. On a envie que les théâtres ouvrent, mais il y a quand même un truc genre... Pour remplir un théâtre à 30%, il faut qu'il y ait... des gens qui aillent au même endroit, qui prennent les mêmes transports, machin, qui y aillent. Enfin, ça implique des mouvements de population qu'on cherche à éviter en ce moment. Bien sûr. Ça implique aussi des réflexes des gens qui vont au théâtre et qui du coup vont peut-être aller boire un verre après ou se retrouver chez quelqu'un avant, après. Enfin, il y a tout un symbole et tout un truc qui va avec. On se dit peut-être que c'est pas le moment tout de suite. Surtout que jouer devant 50 personnes, ça fera les affaires de personne. Enfin, c'est plus cool que de pas jouer du tout, mais c'est pas ça qui va sauver la culture. On est d'accord. Donc, pour moi, je suis d'avis de... Tu subventionnes tout le monde, tu donnes du fric à ces gens pour pas qu'ils crèvent la dalle, et on attend de pouvoir ouvrir dans des bonnes conditions. Mais malheureusement, va savoir jusqu'à quand. Bah, je sais pas. Moi, en fait, je connais pas bien la situation, comment ça marche au niveau des subventions en France et tout, mais j'imagine que. Bah, mieux qu'en Suisse. La culture est mieux défendue en France, ça c'est sûr. Chez nous, la culture, c'est un hobby. Hein. Avec Cominec, des fois, on s'est déjà fait plusieurs fois la réflexion en regardant des articles de la presse belge sur les humoristes belges qui sont à Paris. Et on regarde ça en disant putain, regarde, eux ils sont fiers. Ils sont fiers de leurs humoristes. Mais moi, putain. ça me frappe au Québec, quoi. Ils adorent leurs humoristes, ils adorent leurs artistes, leurs chanteurs, leurs cinéastes, leurs machins. Et puis nous, c'est quand tu mets humoriste suisse, cinéaste suisse, c'est presque C'est péjoratif. presque péjoratif. Ouais. C'est genre c'est pour rabaisser le petit truc qui fonctionne un peu bien chez nous, mais et puis après, si tout d'un coup les étrangers l'aiment bien, là on met en avant genre ah ok, lui il a percé à l'étranger en étant suisse, bah il est suisse si jamais. Mais quand ça marche qu'en Suisse, c'est ouais bon bah c'est suisse quoi, c'est pas. Putain, Anne, vraiment, tu vas te faire chier à essayer de devenir présidente et à te pourrir la vie comme ça, tu sais. T'es maire de Paris, tu dois être tellement bien quand t'es maire de Paris. Mais surtout genre. Enfin, ça doit être chiant à plein de niveaux, mais je veux dire, tu passes ton temps à aller à des expos, à des trucs. Je pense que ça doit être tellement plus Mais est-ce tranquille que t'as le d'être temps de président. mener une campagne présidentielle en parallèle en plus, parce qu'elle va pas démissionner. À mon avis, elle va pas démissionner parce que si elle perd, elle fait quoi? Mais elle a 28 000 adjoints, mec. Elle est obligée. Oui, elle va déléguer à mort, mais elle va Ouais. rester maire de Paris pendant toute sa campagne. Faut que ça reste le plan B, quoi. Mais c'est ça qui est horrible, genre toutes les Mais en fois même où, temps, où tu c'est le crois cas, pas- genre quelqu'un qui va briguer un mandat plus haut, qui l'a pas, puis qui revient genre bon bah je suis là si jamais. Enfin, Ouais. c'est assez... Mais parce qu'en même temps, tu crois pas que perdre la présidence, enfin, ou se prendre une rouste à la présidentielle, ça affaiblit pas sa position à la mairie de Paris? Si, sûrement. Ouais. Bah, sûrement, tu regardes des Jean-François Copé ou des gens comme ça n'a pas allé très bien pour eux après des défaites. Je sais plus pour quel parti c'était, mais il y avait un arrondissement à Paris où sur la liste il y avait Vicage Dorasso. Ouais. Ce qui est bien parce qu'en général, les anciens sportifs, ils sont plutôt genre. Plutôt républicains. à droite. Toi, Ouais. tout de suite, on est passé de Vicage Dorasso à Michael Jordan. Non, mais Michael C'est Jordan. parce que c'est à lui que tu pensais. Non, je pense à David Douillet, Bernard Laporte, des gens comme ça. Souvent, les gens du milieu du sport qui ont bien réussi. Ronaldinho au Brésil. Et les mecs comme ça, ils sont tous pro-Bolsonaro. Ils ont plutôt tendance à être à droite de l'échiquier. Ouais. Bah, ils ont de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Je vous demandais qui vous n'aimiez pas. Je sais même pas si on a eu une vraie réponse. Ah ouais, tu cherchais des gens en Suisse. Jean-Luc Ador. Ah mais pardon, parce que ça c'est Thomas Wiesel qui répond. Du coup, c'est pas Du Anne coup, je Hidalgo. profite, ouais. Mais ou des personnalités que vous aimez bien, Anne Hidalgo. François Hollande. François Hollande, ouais. Ah mais parce qu'en plus, ok, ouais, il y a les rumeurs. Leonardo DiCaprio, il paraît.
Il paraît qu'il y a un cadeau de DiCaprio dans votre bureau. Ah ouais. Parce que lui aussi très porté sur les combats écologiques. Ouais, il m'aime bien. Il m'a dit que je pourrais être la mère de sa meuf. Et donc, là, je suis en train de faire un rapide calcul, ouais, Peut-être pour voir s'il grand-mère. faut peut-être grand-mère. Anne Hidalgo, je crois qu'elle a Il m'a demandé 61 si j'avais ans. pas une petite fille. Anne Hidalgo a 61 ans. Ah ouais, alors, clairement, ouais. DiCaprio, notorieusement, dépasse pas les 24. les 24. Tu regardes l'âge des copines Peut-être. de DiCaprio, c'est assez drôle parce que du coup, il garde la même 24, paf, il retombe, il garde Ouais. la même 24, paf, il retombe, il garde la même 24. Mais peut-être un peu trop brune, Hidalgo, pour Léo. Oh, mais ça se teint, ça. C'est quoi le cadeau que m'a fait DiCaprio? Je crois que c'est un globe, un genre de globe en verre, un truc comme ça. Ah, c'est bien. Ça montre un peu tous les endroits où il va parler d'écologie en jet privé. Ah ouais, je crois. Publicité, 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 publicité. Oh, t'as du chocolat? Ouais. Je peux en avoir un bout? Bah, bien sûr, j'en ai 3 pour moi, tiens. La gauche. Chez vous aussi, c'est possible. Publicité, 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 publicité. Toi, t'as un a priori envers Anne Hidalgo ou pas particulier ou Je connais pas hyper bien. C'est vrai que ses positions sur l'écologie, je suis assez pour. Sur l'égalité des sexes, tout ce qu'elle a fait, c'est très bien. Je connais pas le programme qu'elle aurait à la présidentielle, mais des candidats qui sont présentés pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce sera la pire. Ouais, je trouve que ça me déplairait pas qu'elle passe au deuxième tour, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas. Je te dis là, je connaissais pas très bien le personnage. Là où j'en entendais le plus parler, c'était dans les Uber. Ouais. Qui autant un coup s'est fait on peut pas passer par là. Non, c'est à cause d'Hidalgo là, elle fait trop de la merde. C'est ce que j'ai l'habitude d'entendre. Moi, je suis pas Mais, très, je suis assez anti-Uber, donc ça, mais, c'est plutôt un truc qui irait dans sa direction pour moi. Je crois que je l'aime bien. Hein. Elle a l'air assez sympa. Et peut-être que j'ai un petit faible, pas complètement objectif, parce que en plus de ça, elle est d'origine espagnole, mais j'aime bien Anne Hidalgo. Mais je crois que c'est le signe qu'on est en train de devenir très bobo. Hein. Le fait qu'on aime bien Anne Trentenaire Hidalgo. bobo, ouais. Et qu'on est tous les deux propriétaires. Ouais. Peut-être. Repasse-moi un peu de chocolat aux truffes. Mais Thomas Wiesel, 3 choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. Internet. Ok. Réponse qui n'a pas encore été donnée, je crois. C'est vrai ? Ouais. Ah, Étonnamment. je pense, sans Internet, je suis pas bien, moi. Le rire. Ça, je pense que vu que t'as des humoristes, ça a souvent été donné. Non plus. Non ? Moi, j'aurais mis dans les 3. Bah, Mais ouais. je crois que Et pour l'instant, c'est pas puis, sorti. le sport. Le sport pour en faire ou pour en regarder? Les deux. Ouais. Vraiment les deux, ouais. Ok. Je croyais que t'allais pousser la franchise jusqu'à dire non, vraiment en regarder plutôt. Bah, je me fous de la cheville une fois sur deux, donc après, j'en regarde le temps. Non, mais c'est vrai que je tu fais puisse en beaucoup de faire. sport. Ça, c'est un Ouais. autre truc que je trouve où le côté lunettes, où les gens te collent une étiquette un peu geek et ne soupçonnent pas que tu es sculpté comme un putain de dieu grec. Thomas Wiesel fait beaucoup trop de sport. Une fois, Franchement. Seb Melia, il m'a vu, je sais plus dans quel comedy club à Paris, il m'a dit putain, maintenant t'es trop balèze pour faire des blagues sur le fait que t'es pas balèze. Putain, voilà, c'est le stade que je voulais atteindre. Ouais, voilà. Je vais pas devenir Paul Serré ou Romain Chélan comme ça, mais là, ça me va. Alors que moi, j'ai malgré moi l'air de trop m'entretenir. Mais je Elle- pense que. Non, mais toi. Toi, je pense que t'as quand même Dit-il en reprenant un peu de chocolat. un prédisposé athlétique, mais t'as une hygiène de vie déplorable. Mais je crois pas que j'ai un prédisposé. Non, si, quand même. Si, déjà plus que moi. Moi, je pense que vraiment, j'ai un corps qui est pas du tout fait pour l'activité physique, mais je le force. Et j'ai une assez bonne hygiène de vie, un peu malgré moi, parce que j'aime pas trop des trucs pas bien pour toi. Je fume pas, je bois peu, etc. Mais à la base, mon corps, il est quand même pas censé être sportif du tout. Mec, mais je sais pas si on en a parlé dernièrement, mais moi, depuis 6 mois, 1 an, là, j'ai que des merdes. Mais je pense que c'est parce qu'on bouge plus assez, tu vois. Du coup, je fais beaucoup moins de sport et tout, et maintenant... Mec, l'autre jour, je me suis blessé en me faisant du thé. J'étais assis... Non, mais je rigole pas, j'étais assis là. D'un coup, j'ai fait, je vais faire du thé. Et je me suis levé, et je fais, ah! Et j'ai sorti des trucs qui se sont déchirés dans mon yep. C'est horrible. Moi, je me suis déjà bloqué la nuque en me réveillant. Enfin, ça, c'est vraiment... Là, tu sens que c'est le début de la fin. Hein. Oh putain. Bon, Thomas Wiesel, 2 personnes
que t'aimerais bien voir se remplacer l'une l'autre? Kanye West et Kim Kardashian. Tu veux faire ta blague? Ils ont, Non, beau- c'est ils, quoi ont, ils ont énormément de points en commun. Oh putain, mais ça c'est vieux. Ouais, elle marche plus d'ailleurs maintenant, du coup. Les deux, quand ils font l'amour, ils pensent à Kanye West, un truc comme ça, ou ils crient Kanye West. Je crois qu'avant, c'était, ils sont tous les deux amoureux de Kanye West. Ouais, un truc comme ça. Mais là, ils divorcent. Là, ils divorcent, ouais, mais du coup, tu vois, Kim Kardashian qui ferait l'album de rap sur son divorce, et puis Kanye qui reste taper un joueur de NFL pour oublier son ex, et puis qui vendrait des sous-vêtements beaucoup trop chers grâce à ses réseaux sociaux. Ça me ferait rire. J'ai une question bonus. Thomas Wiesel, est-ce que, au fond de toi, tu t'attendais un peu à remplacer Darius Rochebain dans ce podcast? Non. Non, étonnamment pas. Non, je pensais à un sportif. Je pensais que tu m'irais sur le sport. Ok. Et enfin, Thomas Wiesel, une personne que tu aimerais secrètement remplacer. Mark Cuban. Tu vois qui c'est? Oui, je suis hyper étonné que tu dises Mark Cuban. Alors, Mark Cuban, tu vas me corriger si je dis pas de conneries, Mark Cuban qui est un des juges dans The Apprentice, ou l'a été auparavant, l'émission Non, où il y avait devait être Donald dans Trump. Shark Tank, je crois. Ouais, ou dans Shark Tank, Ouais. voilà, mais Mark Cuban, c'est le patron des Dallas Cowboys. Et c'est un... Mavericks. NBA. Pardon, oui, des Dallas Mavericks, de Ouais. l'équipe de NBA, et c'est un entrepreneur, quoi. C'est un mec qui Ouais. fait du... C'est quoi? Pourquoi il est riche? C'est un dot-com billionnaire. Ok. C'est un des seuls qui a survécu à la bulle dot-com des années 2000. Et pourquoi t'aimerais être Mark Cuban? Parce que Bah, t'aimerais parce- avoir une équipe de, Ouais, de NBA? Ouais. C'est ça, Et puis c'est un des fantasme. seuls, dans ma tête, là, en allant rapidement, qui a une équipe de NBA sans être une énorme merde. Ok, en plus. Bah, parce que la plupart des milliardaires, c'est des fils de pute, quoi. Enfin, donc, j'ai presque envie de dire tous, mais lui, il a de l'argent, il a plein de, sans doute d'opinions problématiques, mais c'est pas un magnat de l'immobilier comme la plupart de ces types, c'est pas un mec des hedge funds comme la plupart des mecs qui ont des équipes de basket. Donc, comme j'ai envie d'avoir une équipe de basket, bah oui, ce serait ça. Ça me ferait... Là, tout d'un coup, j'ai eu un flash où j'imaginais que tu devenais propriétaire du Lausanne Sport, de l'équipe de foot, et que toi, t'avais une manière hyper pragmatique de gérer le truc, tu vois. T'es monsieur fichier Excel. Tu dis, voilà, on a une progression sur 5 ans, et puis on peut Je se crois permettre de faire ça et tout machin. Je crois Et qu'ils sont déjà gérés comme ça. attends, et que le patron de Servette soit Alex Kominek. Et que donc d'un côté t'es toi hyper pragmatique et l'autre t'es Alex Kominek soit on prend Ibra gros. Moi, surtout, ce qui est triste, c'est que Lausanne, on est propriété de l'homme le plus riche de Grande-Bretagne et on est quand même géré comme si on avait un budget de 4ème ligue, quoi. Bah écoute, un des hommes les plus riches de France, c'est les dirigeants du Stade Rennais qui pendant longtemps Ouais, étaient François très Pinault. très médiocres. Alors que Ouais. le mec il pesait plus que l'émir du Qatar en principe. Donc Non, Les ça, je mecs, pense ils pas. devaient- Parce que l'émir du Qatar, je pense que qu'il la déclare fortune pas. personnelle de l'émir Ouais. fortune personnelle de l'émir du Qatar est Si t'enlèves ses 8 femmes, ses 12 neveux, ses 4 cousins. voilà, on finira sur ce propos raciste de Thomas Wiesel. Ah bah non, Le j'en ai d'autres. il y a autre chose que tu veux dire avant la fin? T'as vu cette histoire avec la princesse de Dubaï? Ça me fait beaucoup rire, ça. Non. La fille de l'émir de Dubaï est prisonnière de son père depuis plusieurs années parce qu'elle essaie de s'échapper parce qu'elle a une vie de merde. Ah putain, elle a Et, ça en commun avec Britney Spears. Ouais, exactement. Et certains de ses amis ont diffusé dans les médias des vidéos où elle se filme en selfie, où elle décrit ce qu'elle vit parce qu'ils ont plus de nouvelles d'elle. Elle a envoyé ça au fil de l'année, maintenant ils ont plus de nouvelles, donc ils ont diffusé. Donc, genre, de Dubaï, les vidéos en selfie qui ressortent, c'est tous les connards d'influenceurs français de télé-réalité en train de faire la fête sans masque et tout. Et la fille de l'émir de Dubaï qui dit que les fenêtres sont fermées à clé et qu'elle peut pas sortir. On vit une époque extraordinaire. C'est incroyable. C'est ouf. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Paris est mieux que toutes les autres villes au monde? Non. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable. C'est rare de trouver un Parisien qui est pas en train de te dire qu'il a envie de quitter Paris.